Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Glissement de terrain, des tonnes de boue et pas moins de 13 morts et de nombreux disparus recensés. C'est le drame subi par Anyama, une banlieue d'Abidjan, conséquence des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale ivoirienne. Ici aux États-Unis, il y a 155 ans, le 19 juin 1865, les esclaves de Galveston au Texas apprenaient qu'ils étaient désormais libres. Ainsi naissait Juneteenth, qui se célèbre donc ce vendredi dans un contexte où les discriminations envers les Noirs s'étalent au grand jour. Une autre célébration, celle de la Journée mondiale des réfugiés, prévue samedi 20 juin. En cette période difficile marquée par la pandémie de Covid-19, le HCR met en évidence les défis et les contributions des réfugiés. Une fois encore, bonsoir. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, vuvuzela et drapeaux à main, se sont rassemblées ce vendredi dans le centre de Bamako au Mali pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta à l'appel d'une coalition hétéroclite formée ces dernières semaines contre le chef de l'État. Signe des tensions politiques croissantes dans le pays, ce mouvement exprime la colère nourrie par les milliers de victimes des attaques djihadistes et des violences intercommunautaires de ces dernières années, par le ressenti de l'impuissance de l'État, le marasme économique, la crise des services publics et de l'école et la perception d'une corruption répandue. Il s'agit de la deuxième grande manifestation en 2 semaines contre le président malien, après celle du 5 juin. Nous restons au Mali, cette fois pour parler des effets de la pandémie de Covid-19. Après une journée bien remplie à jongler entre formalités administratives, réunions et obligations médicales, le docteur Brahima Traoré, directeur adjoint de l'hôpital Sominé Dolo à Mopti, au centre du Mali, doit faire face aux imprévus de la vie hospitalière. Son téléphone sonne, il est attendu au bloc opératoire. Comme lui, ses collègues sont également acculés par la charge de travail dans cette région marquée par des violences djihadistes, des affrontements communautaires et désormais le nouveau coronavirus. Les plus de détails avec Dili Diko. À l'hôpital Sominé Dolo de Mopti, une ambulance tout-terrain arrive avec à son bord un homme blessé par balle au poumon. Le docteur Abdoulaye Traoré se précipite aux urgences. Il faut agir rapidement. Le village de ce patient a été attaqué à l'aube dans la région de Badiangara, à une centaine de kilomètres de l'hôpital de Mopti. L'opération dure 2 heures. Nous avons aussi un blessé de guerre par arme à feu d'une quarantaine d'années, avec un impact au niveau thoracique, avec un emphysème sous-cutané. Donc, il est presque en état de choc. Abdoulaye Traoré et ses confrères font partie de ces médecins qui font tourner l'hôpital de Mopti, aux avant-postes du conflit en cours et à présent en première ligne de la lutte contre le nouveau coronavirus. Quant au docteur Mathias Diassana, directeur des urgences, son quotidien est fait d'admission de civils et de combattants blessés. 682 personnes en 2019, plus de 4 fois plus qu'en 2018. Le plus, c'est des blessés liés au conflit intercommunautaire. Et en ce qui concerne les militaires, c'est des blessés soit par engins explosifs improvisés ou bien des blessures au cours des combats. À ce problème de violence vient se greffer celui de la pandémie. La propagation du nouveau coronavirus au Mali est un fardeau supplémentaire pour les médecins de l'hôpital de Mopti. Pour faire face au manque de personnel, le docteur Brahima Traoré, directeur adjoint de l'hôpital, mise sur la planification et sur la capacité des membres de l'équipe médicale à être polyvalents.
Avec l'arrivée des premiers cas de Covid-19, un hôpital sous tente a vu le jour au sein de la structure hospitalière. Nous avons déjà mis en place une structure de prise en charge autonome avec une salle de réanimation, des salles d'hospitalisation, des salles d'observation, des bureaux pour des médecins pour isoler carrément la gestion de ces malades du reste du système de soins de l'hôpital. Donc un malade souffrant de Covid qui rentre à l'hôpital est directement dirigé dans ces centres et géré jusqu'à sa sortie et n'a aucun lien, aucun rapport avec les autres patients de l'hôpital. Sous les bâches blanches, 22 patients sont en isolement. Près de l'épuisement, les médecins de l'hôpital de Mopti se battent sur 2 fronts. Ils se demandent combien de temps ils vont encore pouvoir tenir. Tout à côté, au Burkina Faso, visite surprise hier du président Roch Marc Christian Kaboré à Djibo, dans le nord du pays. Il a promis le retour des forces de sécurité dans cette ville en proie à des attaques djihadistes. Le chef de l'État burkinabé affirme avoir pris l'engagement que Djibo est et restera à jamais en territoire burkinabé. Je veillerai à ce que les forces de sécurité intérieure que sont la police et la gendarmerie reprennent du service dans la ville, écrit Roch Marc Christian Kaboré sur son compte Twitter. 7 des 9 communes de la province du Zoum se sont vidées de leur population, la ville de Djibo enregistrant environ 150 000 personnes déplacées. Les attaques djihadistes ont fait près de 1000 morts et environ 1 million de déplacés depuis 2015 dans différentes régions du Burkina Faso. On reste dans la région. Nouveau glissement de terrain en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, c'est un hameau d'une vingtaine de maisons à Anyama, dans la banlieue nord d'Abidjan, qui a été enseveli sous des tonnes de boue, faisant au moins 13 morts et de nombreux disparus après des pluies diluviennes ces derniers jours. On fait le point avec Salwa Jafari. Scène chaotique dans ce quartier d'Anyama, ville située à 10 km d'Abidjan. Les survivants s'affairent, sont dans le terrain à la recherche des disparus. J'ai tapé porte de mon grand frère et puis sauvé mon grand frère. Mon oncle avec sa femme, avait un petit-fille, avait un garçon encore et tout ça aussi. Il y a des parents qui criaient que non, qu'il y a le pont est tombé sur les gens. Ils disent c'est quel pont? Bon, allons-y voir ce qui se passe. On vient voir, c'est tombé sur une grande partie des personnes. Il a beaucoup plu ces 2 derniers jours à Anyama. Hier matin, ces maisons en contrebas de la voie ferrée dans le quartier de Derrière Rail ont fini par succomber sous le poids du déluge. C'est une zone non constructible. Et c'est une zone qui a été conçue dans le plan d'urbanisation pour recueillir les eaux en cas de pluie décennale. Les glissements de terrain et les inondations sont courants à Abidjan pendant la saison des pluies, faisant des ravages dans les bidonvilles érigés en flanc de colline. En juin 2018, 18 personnes sont mortes dans de pareilles circonstances. La saison pluvieuse a commencé en mai et dure normalement jusqu'à fin juillet. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a rappelé à toutes les populations l'urgence de quitter les zones identifiées comme étant à risque. Et puis, plus de 8 400 000 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés dans le monde, dont au moins 453 000 décès. Des pays comme la Chine et l'Allemagne ont réinstauré des mesures de confinement dans certaines régions suite à l'émergence de nouveaux cas. Sur le continent africain, la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus passe évidemment par la sensibilisation. Alors à Kinshasa, des artistes peintres ont décidé d'apporter leur modeste contribution à cette entreprise. Ils décorent ainsi les murs de la capitale congolaise, peignent des fresques sur des centaines de mètres pour sensibiliser contre la pandémie de Covid-19. Pour Henri Kalama, directeur de l'art de l'Académie des Beaux-Arts, le but de cette campagne est, entre autres, de lutter contre la désinformation. Cette année, la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée chaque 17 juin avec comme thème « Les sols ont besoin de notre aide ». Au Sénégal, à la faveur de cette journée, l'association Nébédé a lancé en périphérie de Dakar l'opération de reboisement 1 million d'arbres en 2020.
Yacouba Ouedraogo nous en dit plus. Ils n'ont pas attendu la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse pour comprendre qu'il est impératif de sauver la verdure. Mais ils ont voulu quand même marquer le coup à la faveur de cette journée. À Dakar, dans le quartier Wakam, les volontaires de l'ONG Nebedaï s'activent pour préparer les plants d'arbres qui seront mis en terre. C'est le quartier de Komiko Yebel, en périphérie dakaroise, qui a eu la chance d'accueillir le lancement de cette nouvelle opération de reboisement intitulée 1 million d'arbres en 2020. Je suis en train de planter un Samanea Saman, qui est un arbre ombragé et qui peut aller jusqu'à 20 mètres de hauteur. On plante l'arbre, à la fin on met la protection pour lui donner un maximum de chances de survie. Tout le monde sait que l'arbre est utile, mais on ne se donne pas les moyens de planter des arbres. Du coup, nous, avec l'opération 1 million d'arbres et tout ce qu'on fait dans le quartier, on initie les gens à s'approprier de l'importance de l'arbre, de l'importance de la verdure. C'est le combat que mène Nebedaï depuis plusieurs années au profit de l'environnement. En 2017 et 2018, plus de 900 000 arbres ont été plantés grâce à l'implication de plus de 15 000 participants. Pour 2019, l'objectif de planter 600 000 arbres a été largement pulvérisé avec plus de 760 000 arbres plantés. Planter, oui, mais aussi sensibiliser les populations sur l'importance de la verdure. Il y a une forte pression démographique. Les gens se reproduisent plus, ils construisent plus et oublient les plantations, les arbres. Et tout cela amène que voilà, on est en train d'oublier la nature et la désertification s'intensifie dans notre pays. Avec l'arrivée des premières pluies de l'hivernage début juin, l'occasion est toute trouvée pour mieux faire comprendre le lien étroit entre la pluie et les arbres. Aujourd'hui, il y a des scientifiques qui ont prouvé que les arbres amènent la pluie. Les arbres, ils évapotranspirent, ils fabriquent les nuages et les arbres sont capables même de déclencher une précipitation dans les nuages. Donc plus on a d'arbres, plus on a de pluie. Et plus on en coupe, moins on a des chances d'avoir de la pluie. Donc le désert, on dit le désert avance, le désert il ne bouge pas, c'est l'homme qui l'installe. Donc il faut aujourd'hui que les choses changent, il faut que les gens plantent, il faut qu'on plante tous. Comme lors des opérations précédentes dont les attentes ont été surclassées, et malgré le coronavirus qui a un peu ralenti leurs activités, les équipes de Nebedaï comptent bien réussir cette opération 1 million d'arbres en 2020. Et comme elle le rappelle à chacun, ne pas dégrader les terres est possible, moyennant un fort engagement de la communauté. Il faut donc sauver l'environnement, mais aussi sauver les êtres humains. L'ONG allemande Sea-Watch a ainsi secouru mercredi une centaine de migrants au large de la Libye, affirmant que les gardes-côtes libyens les auraient renvoyés à terre si le groupe humanitaire n'était pas intervenu. Le canot a été retrouvé à 40 km à l'ouest de Tripoli, indique Sea-Watch sur Twitter, ajoutant que plusieurs des migrants, dont des femmes et des enfants, ont reçu des soins médicaux. On l'évoquait en titre, les États-Unis commémorent ce vendredi 19 juin le Juneteenth, une date choisie pour marquer l'abolition de l'esclavage. Cette année, la célébration se déroule en pleine période de tension et de prise de conscience des discriminations subies par la communauté noire. Gabi Dorsil reprend pour nous le récit de Jacques Aristide. Le 19 juin 1865, les esclaves de Galveston au Texas ont appris qu'ils étaient désormais libres. Cette date a été baptisée Juneteenth, contraction de juin et 19 en anglais. Elle est aussi appelée jour du jubilé ou jour de la liberté. Le Juneteenth est majoritairement célébré par des réunions familiales et des services religieux. Des parades et des commémorations sont également organisées dans certaines villes du pays, de New York à Los Angeles. Le président Donald Trump a reporté à samedi un meeting de campagne à Tulsa, dans l'Oklahoma, par respect pour ce jour de commémoration, dit-il. La ville reste marquée par le souvenir du plus grand massacre d'Afro-Américains en 1921. La chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a ordonné le retrait des portraits de 4 anciens présidents de la Chambre des représentants qui s'étaient rangés aux côtés des confédérés. La crise du coronavirus a encore accentué les maux de la communauté noire. Le taux de chômage y a explosé avec l'arrêt de l'économie américaine. Et en occupant de nombreux emplois jugés essentiels mais mal payés, les Noirs américains sont plus exposés que les autres au Covid-19. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington, c'est sur VOA Afrique.
Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Le samedi 20 juin marque la 19e célébration de la Journée mondiale des réfugiés. En cette période difficile alimentée par la pandémie de Covid-19, le HCR met en évidence les défis et les contributions des réfugiés. Une occasion également de sensibiliser et de mobiliser des fonds pour leur prise en charge. Suivez ce reportage d'Arash Arabazadi. Le récit est signé Thierry Kaoré. Le réfugié syrien Mohamed Al-Khalaf a fui son pays ravagé par la guerre pour tenter une nouvelle vie en Allemagne. Loin des bombes et des effusions de sang, il a poursuivi son rêve de devenir opérateur ferroviaire. Je suis quelqu'un qui essaie toujours de bien faire son travail et de grandir. Al-Khalaf est l'un des millions de déplacés que les Nations Unies saluent à l'occasion de cette 19e journée mondiale des réfugiés. Nous voyons cela comme une opportunité, non seulement pour mettre en évidence la situation critique des réfugiés et la nécessité d'une protection internationale et d'un soutien international pour les réfugiés, mais aussi toute la diversité et les contributions qu'ils offrent au monde à tout moment. Gedeni Williams dirige le bureau de communication du HCR, le programme des Nations Unies pour les réfugiés. Elle dit que le nouveau coronavirus ajoute encore un autre défi pour les réfugiés déjà en difficulté. Il y a des endroits où, en raison de la pandémie de Covid-19, il y a moins de présence d'organisations internationales. Ces endroits incluent le Yémen, où la violence a explosé cette semaine après l'expiration d'un cessez-le-feu lié au coronavirus. Environ 80% de la population déchirée par la guerre dépend de l'aide humanitaire, poussant les programmes d'aide au point de rupture. Dans l'ensemble, nous sommes toujours dans une situation où les moyens et les ressources que les humanitaires en général et le HCR en particulier possèdent aujourd'hui pour répondre et pour aider les gouvernements de tous les peuples à relever les défis actuels restent encore limités. La guerre et la violence ont fait fuir bon nombre de quelques 71 millions de réfugiés du monde. Répondre à leurs besoins nécessite donc une mobilisation internationale à grande échelle. C'est pourquoi le HCR travaille avec le gouvernement des États-Unis et d'autres gouvernements du monde entier pour trouver des solutions adéquates, des solutions à la fois à la hauteur des défis à relever et mises en œuvre de manière durable. Cela permettra de donner aux réfugiés comme Al-Khalaf une chance d'avoir une vie normale. C'est vendredi et comme tous les vendredis, nous avons rendez-vous avec Culture Hebdo qui vous est présenté cette semaine par Ekia Badou. Bonsoir Ekia. Bonsoir John, bonsoir à tous. Avec le mouvement antiraciste Black Lives Matter qui s'amplifie à travers le monde, la question des statuts d'hommes liés à l'esclavage présente sur la place publique revient au cœur de l'actualité. Aux États-Unis, des monuments confédérés ont été mis à terre, des statues comme Christophe Colomb décapité, même Autant emporte le vent, un film jugé raciste, a été mis sur la touche. Depuis la mort de George Floyd, les Américains se posent des questions sur leur histoire. Même résonance outre-Atlantique. Des militants antiracistes ont déboulonné la statue du roi Léopold II, figure controversée du passé colonial du pays. Au Royaume-Uni, même sentence pour une statue à l'effigie d'Edward Colston, un négociant anglais qui s'était enrichi au XVIIIe siècle, rappelons-le, grâce à la traite négrière. Le président Emmanuel Macron est ferme sur le sujet. Dans un discours donné tout récemment, il s'est exprimé en disant ceci. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statue. Pour le portrait de la semaine, John, j'aimerais vous parler de Dena Moana. On lui doit 2 albums, le premier en 2011, Hosanna, le deuxième en 2016, Monene. Elle revient avec un nouveau projet qui sera disponible dès septembre. Alors, une même sauce qui lui va très très bien, un mélange de louange et d'adoration, à la fois en français, en anglais et également en lingala. Elle évangélise à travers la chanson et elle réconforte également. Elle m'a accordé une interview tout près de Washington. Je vous laisse découvrir cet extrait.
Dena Moana, on est ravis de vous avoir en interview sur VOA Afrique. La question que j'ai envie de vous demander, c'est qu'on vous a entendu sur une très belle chanson qui est sortie il y a à peu près un mois et qui fait déjà beaucoup de vues, qui est très touchante. Pourquoi avoir choisi de la faire sortir maintenant? Le chant a été écrit beaucoup de temps avant cette période de confinement, mais je pense qu'elle a été écrite pour le moment en fait. Moi, je suis de ceux qui ne croient pas au hasard. Je crois que le Seigneur peut permettre qu'une histoire soit écrite et dès qu'elle trouve des personnes qui sont disposées pour la raconter, ben, elle la raconte au moment où il faut qu'on la raconte. Qui l'amènera jusqu'au bout. Je ne m'attendais pas à ce qu'aujourd'hui, les gens viennent vers moi pour trouver des solutions à leurs problèmes. Les personnes qui viennent des fois chercher de l'aide sont des personnes qui me suivent de je ne sais pas comment. Pourquoi ils me suivent? Parce que moi, je suis chanteuse gospel et je suis chrétienne. Donc, pour moi, je me disais que ce ne sont que des chrétiens qui me suivent. Mais à ma grande surprise, des fois, j'ai des gens qui ne croient pas du tout en Jésus-Christ qui me suivent. Des fois, j'ai des musulmans qui me suivent. Et je m'attendais à ce que ce soit que des chrétiens, mais non. Aujourd'hui, j'ai un peu tout le monde qui me suit et je suis bénie. L'intégralité de cette interview est disponible sur notre site www.voaafrique.com, mais également dans l'émission Vous et nous. Back to you, John. Merci Eki Abadou, vous parliez des statues et ça m'a fait penser à André Blaise et Sama au Cameroun qui se bat pour la démolition des statues des colons sur place. On reste en culture et dans la culture pour parler de cette nouveauté dans l'univers des séries télé en Côte d'Ivoire. Lancée depuis le 15 juin 2020 sur Canal+ Afrique, la série Cacao est décrite par son réalisateur Alex Ogou comme le Dallas ivoirien en référence à la célèbre série américaine. Il espère que sa dernière création plaira au public local et international. Arzouma Compaoré a voulu en savoir davantage. Regardons. Celui qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir sa salive en plein visage. La série télé Cacao relate l'histoire de deux grandes familles rivales du cacao. Les deux familles se livrent à une bataille sans merci pour le contrôle de la production et de la vente des cacaoyers de la région de Kaoji. Une bataille dans laquelle les deux chefs de clan usent de tous les stratagèmes pour devenir le numéro 1 du cacao dans la région. Pour le réalisateur Alex Ogou, la question intéresse tous les Ivoiriens. Moi, mon rôle, c'est d'emmener à ce qu'il y ait à intéresser tout le monde à ces questions-là et de ne pas créer des niches, en fait. Et pareil pour Cacao. Pour Cacao, on pense que c'est un domaine particulier, fermé, secret, alors que, concrètement, je ne pense pas me tromper en disant, je pense qu'il y a entre 70 et 80% des Ivoiriens qui ont un lien plus ou moins direct avec le cacao. De fouineur là, t'as pas pigé ce que mon frère te dit? Je vous en supplie. Abdoulaziz Diallo a pris en charge la direction photo de toute la série. Il dit que malgré les difficultés rencontrées, il est satisfait du résultat. On devait recréer une ville fictive. Il faut se déplacer tout le temps et voilà. Il fallait tourner dans des forêts en pleine nuit. Il fallait tourner dans des plantations où l'accès était difficile. Tout comme Invisible a été, Cacao, c'est une fierté, c'est un beau projet. Ce n'est pas la première fois que le duo Ogou et Diallo travaillent sur un même projet. L'Ivoirien et le Burkinabé ont en effet collaboré sur une autre création originale à succès de Canal+, Les Invisibles. Une deuxième aventure donc qui a renforcé leur confiance mutuelle. Alex, c'est le réalisateur qui est ouvert. Ok, le réalisateur dit il faut qu'on tourne comme ça. Tu te dis non, il ne faut pas qu'on tourne comme ça. Il faut qu'on complique encore plus les choses parce que si on tourne comme ça, c'est un peu comme ce que tout le monde fait. Il faut que nous, on complique un peu plus. Il faut qu'on ajoute un truc qui va faire que quand les gens vont voir la séquence, ils vont dire « wow ». Donc, bosser avec quelqu'un qui est ouvert, c'est très important pour moi. On est arrivé à un moment où on ne parlait plus, en fait. On se regardait, où on se disait juste un mot. Tu vois, non, comme ça. Et puis, pouf, on repartait. Et avec cette nouvelle série, le réalisateur de 40 ans voit grand. On va dire que c'est le Dallas ivoirien d'aujourd'hui, dans le milieu du cacao. Cette fois-ci, pas dans le pétrole. Ça a vocation à être international, cette série. Après, est-ce que ça peut sortir, que ça peut être apprécié par un autre public, notamment un public occidental? C'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite, mais la réponse, c'est pas moi qui peux la donner, c'est le public qui peut la donner. Est-ce que le public occidental se dit «
je regarde une série ou je ne la regarde pas parce que ça vient d'Afrique, ou je regarde une série ou un film où je ne regarde pas parce que l'histoire ne m'intéresse pas. Alex Ogou signe ainsi sa 3e série télé en tant que réalisateur, après une longue carrière d'acteur dans les films comme Bienvenue au Gondwana ou encore Il va pleuvoir sur Conakry. Une petite invention qui méritait bien les attentions de la ministre de la Santé. Ça se passe en Ouganda. Il s'agit d'un respirateur indispensable en cette période de lutte contre la pandémie de Covid-19. Appelé Bulamu, ce qui signifie la vie en Ouganda. Il a été conçu et construit par Kira Motors, une société ougandaise spécialisée dans les véhicules électriques, et par les ingénieurs de l'université Makerere à Kampala. Les conceptions sont en partie basées sur des informations open source du MIT ici aux États-Unis. La prochaine étape dans ce projet sera de tester l'appareil sur l'humain. Les fabricants espèrent que si ces essais se déroulent bien, ils disposeront d'un respirateur dans les hôpitaux ougandais d'ici le mois de juillet. L'Ouganda compte actuellement quelques 732 cas confirmés de Covid-19 et aucun décès. Et puis, restons dans le domaine de la technologie et de la création et allons cette fois-ci au Kenya pour parler de la petite start-up Gumzo, mot qui signifie discuter en Swahili. Une start-up qui s'illustre sur la scène des téléconférences en plein essor en ce moment. Avec $1, les hôtes peuvent tenir des réunions illimitées par semaine. Il y a 60 jours, cette plateforme n'existait pas. Notre équipe a donc travaillé littéralement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 60 jours pour créer cette plateforme à partir de zéro. Et nous sommes désormais en concurrence mondiale très rapidement. C'était le défi, a déclaré son fondateur canadien, Jay Shapiro. Et si vous voulez en savoir plus sur cette plateforme, rendez-vous sur son site internet multilingue à l'adresse www.gumzo.com. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Demain est un autre jour. D'ici là, portez-vous bien, protégez-vous et surtout passez un excellent week-end.